Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a des noms. Landru, Fourniret, Dupont de Ligonnès. Il y a des surnoms. Le grêlé, le tueur des vieilles dames, le tueur de l'Est parisien. Il y a des prénoms. Grégory, Maëlys, Omar. Et il y a des lieux. Bruay en Artois, Outreau, Chevaline. Mesdames et messieurs, nous allons pendant 1h15 explorer les tréfonds de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus sombre, de plus effrayant, de plus glaçant, mais aussi dans ce qu'elle a de plus révélateur, de plus éclairant, dans le fonctionnement de chacun d'entre nous et de notre société. Pour alimenter notre réflexion, nous avons la chance de réunir ce matin 3 auteurs qui baignent, chacun à leur manière, dans l'univers du crime. Ils vont nous parler de leurs livres, tous m'ont passionné, pour vous donner envie d'y plonger sans modération. Ils vont également tenter d'éclairer le thème de notre conférence, Cold Case et grandes affaires criminelles, une passion française. À 2 reprises, vous aurez la parole pour poser quelques questions. Je vous précise qu'ils ne pourront répondre qu'aux seules questions générales. Si vous avez des choses à vous reprocher ou si vous cherchez à faire disparaître votre voisin en toute impunité, il faudra soit lire leur livre, soit demander une consultation personnelle. Nous allons d'abord faire connaissance avec nos 3 auteurs. Jacques Dallest. Jacques, je vais commencer par vous. Vous êtes né en 1955 à Annecy, vous êtes un peu le régional de l'étape. Vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Vous avez commencé votre carrière de magistrat au tribunal judiciaire de Rodez, puis exercé les fonctions de juge d'instruction, procureur de la République et procureur général, tout en cherchant en permanence à transmettre votre savoir en tant qu'enseignant, tant en faculté, institut d'études politiques ou école nationale de la magistrature. Vous avez sillonné la France, de Rodez à Lyon, Roanne, Ajaccio, vous y étiez lors de l'assassinat du préfet Claude Érignac, Bourg-en-Bresse, Bordeaux, Marseille, qui vous a beaucoup marqué, puis en fin de carrière, Chambéry et Grenoble. Vous êtes désormais magistrat honoraire. Parallèlement, vous conduisez une carrière d'auteur qui a commencé il y a 11 ans avec le livre « La criminalité organisée ». Vous en publierez 3 autres avant d'écrire le dernier, dont le titre est « Cold Case, un magistrat en quête ». Pour éclairer l'auditoire sur votre parcours, Jacques, permettez-moi de citer votre dernier livre, dans lequel vous écrivez, en parlant de vos postes de procureur général à Chambéry et Annecy, la chose suivante. « Je m'étais fixé une règle, ne prendre que les dossiers de crimes de sang, meurtres, assassinats et coups mortels, les seuls qui m'intéressaient maintenant, eu égard à leur intensité particulière. J'ai noté également qu'en juin 2017, vous vous rendez à la maison centrale d'Ensisheim, en Alsace, où sont emprisonnés les assassins, meurtriers et tueurs en série les plus connus. Vous dites « Je vais rencontrer le mal ». Jacques, est-ce que vous voulez corriger ou compléter cette présentation? Non, tout est dit. Tout est dit et bien dit. C'est effectivement une carrière avec une expérience, avec des moments heureux, des moments plus difficiles, des échecs, des affaires non élucidées, des drames. J'ai terminé ma carrière l'année dernière avec, en requérant la réclusion criminelle à perpétuité contre Nordal Lelandais, meurtrier de la petite Maëlys et du caporal Noyer. Donc c'était une clôture de carrière pour moi intéressante, sachant qu'heureusement, je n'ai pas eu à requérir très souvent la peine maximale et je n'ai pas eu à connaître, et fort heureusement, la peine de mort.
Mais voilà, donc ce livre est un peu le condensé à la fois de cette pratique personnelle où comme juge d'instruction, j'ai eu à interroger beaucoup d'assassins, de violeurs, de trafiquants, et aussi une réflexion que j'ai menée ces dernières années pour essayer de contribuer à l'amélioration de la façon dont la justice doit traiter ces affaires complexes qui sont souvent anciennes. Merci. Nous aurons l'occasion de reparler de cette contribution qui s'est concrétisée il y a 2 ans de manière extrêmement précise. Je vais passer à vous, Emmanuel Roux. Vous êtes né en 1969, vous êtes le Benjamin de l'équipe. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie. Et je rappelais que votre thèse de doctorat a porté sur la pensée de Machiavel, qui peut-être vous prédestinait déjà à être ici aujourd'hui. Vous avez d'abord enseigné la philosophie, puis après l'ENA, je ne dirais pas que personne n'est parfait, ça serait trop facile, mais vous avez occupé des fonctions de haut fonctionnaire et de dirigeant d'organisme. Vous êtes actuellement conseiller maître à la Cour des comptes. Vous menez parallèlement une vie d'auteur, commencée il y a 10 ans, et les livres que vous avez publiés traduisent votre intérêt pour la pensée politique et sociétale. J'en citerai 2, Machiavel, La vie libre, et le second, Guy Debord, Abolir le spectacle. Vous êtes avec nous ce matin pour votre dernier ouvrage, Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles, publié chez Actes Sud. Vous l'avez écrit en collaboration avec votre frère, Mathias, qui est également agrégé de philosophie et enseignant à l'université de Bordeaux. J'ai l'impression que chez les Roux, les grandes affaires criminelles sont une passion familiale. Emmanuel, est-ce que vous voulez compléter ou corriger cette présentation ? Non, elle est parfaitement fidèle. Et quand vous dites de dimension familiale, c'est tout à fait exact parce qu'au fond, et ça a été l'une des raisons pour lesquelles mon frère et moi, on s'est intéressés, enfin on a voulu écrire ce livre, c'est que les affaires criminelles nous passionnent depuis qu'on est finalement assez petit, pour des raisons liées à une histoire dans ma famille. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un arrière-grand-père assassiné, un avocat qui faisait une médiation entre ses clients et qui a été assassiné dans son étude. C'était à Avignon. D'ailleurs, l'assassin a été condamné à mort. C'est la dernière exécution capitale dans ce département du Vaucluse. Et ça a eu lieu en 1941-1942, à un moment où, en plus, un certain nombre de mes grands-oncles faisaient la guerre, étaient soit prisonniers, soit avaient été tués en 1940, soit avaient pris le maquis. Et donc, c'est cette tragédie familiale dans une tragédie nationale qui a fait que, dans notre enfance, même si on n'avait pas été directement partie prenante de cette histoire, on a beaucoup entendu parler. Notre père est avocat. On le voyait partir au palais de justice à Paris avec sa robe, nous raconter sa vie, ça aussi nous passionnait. Et puis aussi à titre personnel, moi je suis né en 69, donc j'ai la fin des années 70, au moment où on s'éveille à une forme de conscience sociétale, ce sont les grandes affaires, Patrick Henry, Ranucci, c'est tous les débats sur l'abolition. Vous disiez, Jacques, que vous n'avez pas connu, enfin la peine de mort avait été abolie, mais en fait c'était une époque où en fait on pouvait encore requérir la peine de mort, et la peine de mort pouvait être prononcée. Et ça, quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans en 81, au moment de l'abolition, c'est extrêmement fort de savoir qu'en fait, on peut vivre dans un pays où on peut à un moment décider de couper la tête à quelqu'un. Et d'une certaine manière, ça aussi, je dirais, explique aussi notre intérêt pour ce qui se joue dans les affaires criminelles, qui sont bien sûr des affaires policières, des affaires judiciaires, mais qui ont toujours une dimension qui va derrière, au-delà. Donc oui, une histoire aussi de famille. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander de résumer votre livre, mais pour éclairer un peu notre auditoire, voilà, comment vous le caractériseriez ? En fait, on a voulu essayer de comprendre pourquoi, depuis toujours, nous étions intéressés, fascinés, attirés. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la bonne expression. Je pense que c'est plus qu'intéressé, mais peut-être aussi moins que fasciné. En tout cas, nous avons une forte attraction pour les affaires criminelles, en distinguant faits divers et affaires criminelles. Parce que, au fond, les faits divers passent, mais les affaires criminelles, à un moment, restent dans notre mémoire collective, dans notre mémoire sociale,
dans notre mémoire politique. Et on a voulu à la fois interroger, au fond, les racines profondes de notre intérêt, de notre attraction, en constatant d'ailleurs qu'elles sont souvent partagées par un très grand nombre de gens. Parce que souvent, parfois, les gens vous disent « Ah non, les faits divers, les affaires criminelles, tout ça ne m'intéresse pas. » Ouais, il y a parfois un sentiment un peu de distinction en disant ce qui est noble, c'est de s'intéresser, je dirais, à la rigueur, aux romans policiers, au genre de choses, mais les affaires en elles-mêmes. Et en fait, quand vous discutez avec les gens, vous voyez qu'en fait, ça passionne vraiment. Les gens sont très intéressés, regardent les émissions, lisent les livres, etc. Et donc, cette passion qu'on pense être partagée par énormément de monde, on a voulu aussi en interroger les ressorts, sachant que, au fond, une affaire criminelle, finalement, elle a une dimension, comme je disais, criminologique, elle a une dimension politique, elle a une dimension sociale, elle a une dimension, évidemment, judiciaire, mais parfois, elle a aussi une dimension philosophique, une dimension existentielle, une dimension morale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une grande partie de notre attraction, de notre fascination, venait de toutes ces caractéristiques qu'on peut trouver dans une affaire. C'est un événement qui est d'une richesse absolument considérable, qui permet de penser, qui permet de réfléchir, et qui est souvent assez inépuisable, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Souvent, les grandes affaires sont des affaires finalement un peu non élucidées, où finalement on ne connaît pas la vérité. Et donc on peut en discuter de manière continue, et c'est cette espèce de passion finalement qu'on a voulu essayer d'interroger en nous immergeant dans les grandes affaires, parce qu'on n'a pas voulu écrire un traité un peu théorique, on a voulu nous immerger dans les grandes affaires, parfois descendre dans le détail, et de repérer justement ce qui nous fascinait. Merci pour cette présentation. Pierre Poucheret, nous allons terminer par vous. Vous êtes né en 1957, vous avez passé votre jeunesse dans le Berry. Vous nous direz si cela est explicatif de quelque chose. Vous êtes diplômé de l'École nationale. On voit déjà que ça fait rire. On a peut-être des natifs du Berry qui sont parmi nous. Il y aura une séance de questions possible tout à l'heure. Pendant 31 ans, vous allez mener une carrière dans la police, tant en France qu'à l'étranger. Brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, antenne de Nice de la police judiciaire de Marseille, où vous dirigez un groupe chargé de la lutte contre le trafic de stupéfiants, office des stupes en Libye, puis en Turquie, commandant de la section criminelle de l'antenne de Grenoble, puis, et pour finir votre carrière dans la police, attaché de sécurité intérieure, d'abord en Afghanistan, puis au Kazakhstan. À 55 ans, vous mettez fin à vos activités de policier pour devenir écrivain, vivant en France ou à l'étranger. Vous avez publié 24 ouvrages, dont 4 d'entre eux seront primés. Le plus célèbre est sans doute Mortel Trafic, publié en 2017, qui obtient le prestigieux prix du Quai des Orfèvres, prix qui vous sera remis en présence de Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, excusez du peu, et sera adapté au cinéma par Olivier Marchal, avec qui vous avez commencé votre carrière, vous nous l'avez dit avant, sous le titre d'Overdose, en 2022. Votre dernier ouvrage, L'enquête inachevée, est le 11e épisode de l'histoire de la commandant, on dit commandant, hein, j'ai vu pas commandante. Moi, je préfère commandant. Mais... Donc vous écrivez commandant Léane Valory, chef de la police judiciaire de Brest. Pierre, est-ce que vous voulez compléter ou préciser cette biographie ? Alors, d'abord, ce n'était pas au Libye, mais au Liban, où j'ai été en poste. Cette collection, en fait, oui, après tous ces pays étrangers, dans les 4 ans et demi que j'ai passé en Afghanistan, il m'est arrivé un drame personnel. J'ai rencontré une Bretonne. Et j'ai essayé de la faire vivre dans le Berry, ça ne l'a pas fait. Elle a préféré m'amener en Bretagne. Comme c'est une Quimpéroise, on s'est installé dans un petit coin très sympa qui s'appelle l'île Tudy. Et l'île Tudy est un endroit où réside un des plus grands auteurs de romans policiers bretons, qui est Jean Fayer. Et donc, mon héroïne, Léane, qui apparaît dans ce livre, elle était dans le prix du Quai des Orfèvres, elle était à la police judiciaire de Nice. Et comme Jean Fayer m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas une série chez nous ?» j'ai décidé de la faire muter à la PJ de Brest. Et donc, depuis maintenant 11 bouquins, elle évolue dans des enquêtes qui débutent toujours avec un rapport avec la Bretagne. Voilà.
Alors, Léane Valory n'est pas seule. C'est pas la seule femme que vous mettez en valeur finalement, puisque elles sont trois, les trois Brestoises. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, tout à fait. Ouais, c'est trois personnages donc, qui se sont connus dans leur enfance, qui se retrouvent dans des carrières qui sont proches de la justice, puisque une est commandant de police, une est médecin légiste et une est psychologue judiciaire. Bon, pour la psychologue, j'ai triché un peu par rapport aux autres, puisque je lui ai fait une profession qui est très généraliste. Elle va aussi bien pouvoir traiter des affaires de prise d'otages que faire des auditions, qu'être dans les prisons. Donc voilà, parce que sinon, si je l'avais limité à juste une de ces fonctions, pour mes romans, ça aurait été moins intéressant. Voilà. Quant aux autres, elles sont toutes inspirées de personnages réels. Merci Pierre. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est posé. Nous avons trois professionnels, l'enquêteur, le juge et le philosophe, qui excellent ou ont excellé dans leur métier et qui, pour notre plus grand plaisir, sont devenus écrivains. Entrons maintenant un peu plus dans le sujet, cold case et grandes affaires criminelles. Posons-nous une première question. Comment un fait divers devient une grande affaire criminelle? Emmanuel, c'est à vous que je pose cette question. Vous ouvrez votre livre sur l'affaire XDDL, vous nous en direz plus, qui réunit tous les ingrédients permettant cette transformation de faits divers en affaires criminelles. Est-ce que vous pouvez éclairer notre auditoire? Alors, oui, l'affaire XDDL, c'est quand même la grande affaire criminelle des 10 dernières années ou des 15 dernières années. Alors, je pense qu'elle est assez connue, mais il faut peut-être en rappeler les éléments principaux. On est à Nantes en 2011. Alors, XDDL, peut-être... Xavier Dupont de Ligonnès, voilà. Bien sûr, pardon. Non, mais le problème, c'est que oui, bon, il y a des acronymes, voilà, qu'il faut toujours les préciser. Alors, on est à Nantes en 2011. Une famille disparaît de manière extrêmement soudaine. Donc, 4 enfants et le mari, sa femme. Et voilà. Et une explication est donnée par le père, selon laquelle il serait un agent, un espion qui travaille pour les Américains. Ils sont exfiltrés, ils partent dans un pays lointain, ils ne peuvent pas en dire plus, etc. Bon, les proches sont extrêmement stupéfiés de cette information. Voilà. Et puis, quelques jours plus tard, la police découvre les cadavres des 4 enfants et de la femme sous une terrasse, voilà, qui ont été tués et enterrés. Et le père n'est pas là. Et on se rend compte qu'en fait, après, je dirais, la disparition de sa famille, il a sillonné la France, il est passé par la Gironde, il est passé par le Vaucluse, puis on perd sa trace à Roquebrune-sur-Argence, et puis après il disparaît. Et voilà, il disparaît, il y a une dernière image absolument saisissante, il prend un peu d'argent à un distributeur, et puis il fait quelques pas avec un objet qui porte en bandoulière. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fusil? Est-ce qu'il s'est allé se suicider dans une cavité du rocher d'Argence? Est-ce qu'il a pris un bateau pour aller vivre au bout du monde? On ne le sait pas, mais cette affaire se termine sur cette espèce de disparition fondamentalement énigmatique. Et puis en 2019, coup de théâtre, la police française pense avoir retrouvé Xavier Dupont du Ligonnès, qui aurait pris un avion à Charles de Gaulle pour se rendre en Écosse. Et tout d'un coup, je pense que chacun s'en souvient, une espèce d'effervescence, presque même d'hystérie, qui saisit le monde médiatique et au-delà tous les gens qui se sont intéressés à cette affaire. Et en fait, ce qui nous a frappé avec Mathias, c'est que tout d'un coup, en 2019, il se passe quelque chose qui relève presque de l'apparition, de la résurrection, comme s'il était revenu, et un sentiment presque de ferveur religieuse devant
quelqu'un qui avait disparu de manière extrêmement énigmatique. Et en fait, quand on a commencé à un peu creuser cette affaire, on s'est rendu compte que la dimension religieuse était vraiment omniprésente. C'est-à-dire, lui-même avait été élevé un peu comme un élu. On a pu dire que le crime qu'il avait commis était un crime altruiste, voulant libérer sa famille du déshonneur, d'une faillite personnelle. Il disparaît d'une certaine manière et donne à sa disparition une forme d'éternité ou en tout cas d'immortalité, puisque finalement, on ne sait plus où il est, mais on ne parle plus que de lui. Et puis enfin, tout d'un coup, une apparition. Et en fait, on s'est dit, mais cette affaire, elle a une dimension religieuse, elle est d'une certaine manière, elle est hors norme, mais quand on s'est mis un peu à la creuser, on s'est rendu compte qu'elle contenait finalement tout ce qui fascine dans une affaire criminelle. Le mobile, la psychologie, le fait qu'il y a une sorte de banalité finalement de ce père de famille bien sous tout rapport qui devient, probablement, aujourd'hui on ne l'a pas établi, mais enfin un criminel absolument hors norme. Le fait aussi que finalement on s'interroge sur le passage à l'acte, cette espèce d'énigme du passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'il est passé à l'acte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas disparu immédiatement et qu'il a, sillonné la France pendant... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et puis derrière aussi, la dimension finalement du non-élucidé, qui fait que cette disparition, on peut l'interpréter, à l'infini, on peut en discuter à l'infini. Et là, on trouve finalement tous les ingrédients de ce qui fait la fascination pour une affaire criminelle. On l'a appelé dans notre livre l'affaire Gigogne, pour bien montrer d'une certaine manière toutes les dimensions qu'elle recèle. Et ensuite, au fur et à mesure du livre, on reprend toutes ces thématiques en illustrant justement la fascination, en parlant justement de notre rapport à l'espace, notre rapport au temps, de notre rapport à la vérité, de notre rapport aussi à l'énigme et de notre rapport aussi au libre arbitre. Parce que c'est ça qui est fascinant dans cette affaire, c'est de comprendre finalement ce passage à l'acte. Jacques ou Pierre, une réaction sur ce que vient de dire Emmanuel, sur qu'est-ce qui fait qu'un fait divers devient une affaire criminelle? Bah non, je crois que tout est dit, là. Il n'y a rien à ajouter. Oui, il y a un certain mystère d'ailleurs. Pourquoi certaines affaires criminelles restent dans la mémoire alors que finalement le nombre de victimes n'est pas énorme, ce n'est pas une tuerie, mais il y a des affaires plus marquantes que d'autres. Alors c'est vrai que les tueries quand même intéressent. On se souvient des grandes tueries, l'affaire Flactif, l'affaire de Chevaline, beaucoup de morts, ça surprend toujours. Et puis après, il y a des ingrédients. Le petit Grégory, un enfant tué dans des circonstances étonnantes où on voit qu'il est victime d'une vengeance familiale. Et cette affaire, c'est la grande affaire. Et on sait que ça a toujours existé, que dans le temps, les grandes affaires criminelles ont toujours fasciné le public, les lecteurs. Il suffit de regarder le Petit Journal qui tirait à des centaines de milliers d'exemplaires avec en une des faits divers sanglants, Landru, Potio, etc. En fait, je crois que le public aime bien se retrouver dans ce qu'il n'oserait pas faire. C'est-à-dire que la fascination du crime et de la transgression, on est bien frissonné par procuration quelque part, en lisant, en regardant, installé confortablement dans son fauteuil. Et il y a peut-être des choses qu'on aurait aimé faire. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes pourraient passer à l'acte facilement. Je pense que dans cette salle, il y a des criminels potentiels, certainement. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours. Des féminicides, des gens ordinaires qui tuent sans trop savoir pourquoi. On a tous eu nos moments de colère, nos moments d'humiliation, avec des pensées un peu meurtrières, depuis le prof qu'on voulait tuer ou qu'on voulait, etc., jusqu'à d'autres situations. Donc, je crois que c'est assez lié à la nature humaine, en fait. Et dans tous les pays, il y a un vrai intérêt pour le crime. D'ailleurs, vous voyez le nombre d'émissions. Voilà. Mais pourquoi certaines affaires focalisent l'attention, c'est plus mystérieux et c'est quelquefois plus incompréhensible. Voilà, donc on commence à comprendre un petit peu. Voilà, je vous invite à vraiment lire le livre d'Emmanuel Roux, où en 350 pages, il creuse tous ces aspects et ces liens avec finalement notre propre histoire et notre propre rapport au monde qui nous fascine finalement à travers des cas extrêmes. Si on passe maintenant à un fait divers devient une affaire criminelle devient un cold case. La question sera d'abord pour vous, Jacques. Dans votre livre, vous posez les bases d'un cold case emblématique. Je vous cite une nouvelle fois. En 1991, le corps momifié d'un homme était découvert, enfoui dans la glace, à plus de 3000 mètres d'altitude, sur la frontière italo-autrichienne. Il fut établi que cet homme, appelé Ötzi, avait vraisemblablement été tué par une flèche 5300 ans auparavant.
un crime de la préhistoire et certainement pas le premier. Un crime venu du froid qui restera sans solution, un cold case parfait au sens propre du terme. Jacques, vous écrivez « Un crime ne naît pas cold case, il le devient ». Alors, comment le devient-il ? Oui, alors il y a quelques mystères. On ne sait pas pourquoi une affaire est élucidée rapidement, quelquefois non. Alors il faut un peu de chance et du travail d'enquête, bien sûr. Il y a souvent deux situations criminelles. L'une est plus complexe que l'autre et on le voit malheureusement dans l'actualité. Il y a le crime commis dans un lieu clos, un peu à la Agatha Christie, un beau cadavre bien frais. La personne tuée dans un lieu clos où il faut retrouver des traces et l'auteur a pu laisser des traces. Et aujourd'hui, la science permet de rechercher des micro-traces. Puis vous avez l'autre situation plus compliquée du cadavre en pleine nature, ou des restes humains, et on ne sait pas si c'est l'endroit où la personne a été tuée ou si elle a été jetée. Donc déjà, les prémices de l'affaire ne seront pas les mêmes. Certaines affaires, même avec la plus grande vigilance des enquêteurs, la scène de crime, c'est une forêt, et difficile de prélever tous les indices, ou si on retrouve un cadavre dans l'eau, jeté à l'eau, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, il y a une configuration de départ qui peut orienter vers un certain nombre de cold cases. Et puis, on a la grande problématique, et j'y consacre 2 chapitres, aux disparitions inquiétantes, malheureusement encore une fois dans l'actualité, où on sait que des personnes disparaissent volontairement, mais d'autres mettent fin à leur jour et on ne retrouve pas leur corps, d'autres meurent accidentellement, et certaines sont victimes d'une mauvaise rencontre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si on a affaire véritablement à un homicide. On n'a pas de corps. Regardez tous les enfants qui ont disparu, donc qu'on n'a jamais retrouvés. Et là, ça part mal. D'abord parce que, est-ce qu'au départ, on prendra ça comme une fugue et on n'aura peut-être pas mis tous les moyens ? On n'a pas de corps, donc on ne peut pas avoir une scène de crime réellement. Et il faut remonter vers cela. Et quelquefois, l'auteur a pu faire disparaître le corps de sa victime. Nordal Lelandais, il aurait pu réussir son coup s'il n'avait pas commis l'erreur de garder son véhicule dans lequel il avait transporté la petite Maëlys. Et malgré le nettoyage intensif du véhicule, il a laissé une micro-trace de sang qu'il a confondue. Mais on aurait pu le soupçonner certainement sans forcément avoir la preuve qu'il avait transporté le corps de la petite Maëlys, qu'il a jeté à une vingtaine de kilomètres de là. Et on a pu retrouver les restes de la petite, mais si on avait attendu 1 an ou plus, peut-être qu'à un moment, on n'aurait rien retrouvé. Et la petite Maëlys serait encore recherchée 6 ans après les faits aujourd'hui. Donc il suffit de peu de choses pour qu'une affaire puisse être résolue réellement. L'auteur a laissé des traces, malgré toute l'attention qu'il a portée, où il a eu beaucoup de chance. Et c'est ça à quoi un enquêteur est confronté, finalement. Et quelquefois, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu tout de suite le succès, parce que l'auteur a eu de la chance, ou il a tout fait pour ne pas laisser de traces. Dans votre livre, vous dites que les cas les plus simples à élucider sont ceux qui touchent à l'environnement proche, la famille, les amis, le cercle professionnel, et que la difficulté, le cold case, vient souvent de ce que vous appelez la rencontre fortuite, lorsque les enquêteurs n'arrivent pas à trouver ni mobile ni lien entre un coupable potentiel et la personne disparue ou assassinée. Oui, vous remarquez que souvent, le procureur explique que toutes les pistes sont envisagées. Évidemment, quand une personne a disparu ou a été tuée, on peut tout imaginer, même le plus invraisemblable. On peut imaginer que le meurtrier soit le père ou la mère, le frère ou la sœur. Regardez l'affaire Jonathan Daval, souvenez-vous, qui pleurait toutes les larmes de son corps et qui avait tué sa femme, finalement, en faisant croire qu'elle avait été agressée en faisant un jogging. Mais évidemment, ce n'est pas forcément la première piste, sauf si vraiment il y a des traces évidentes. On regarde si ce n'est pas une mauvaise rencontre, si ce n'est pas un ami lointain. Et dans la plus grande partie, puisque à peu près 80% des meurtres sont résolus assez facilement, c'est que l'auteur est dans la proximité de la victime. Un membre de sa famille, un voisin, une personne qui a une dispute. Mais il arrive que des personnes tuent sans raison. Je l'évoque dans le bouquin. On a eu des meurtres gratuits. On a jugé à Chambéry un jeune qui avait tué un type dans un parc sans raison, pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Je cite d'autres exemples. Alors là, aucune relation, aucune interaction antérieure entre la victime et l'auteur, c'est très compliqué. Parce que la victime ne dira rien de l'auteur. Si c'est un homme de rencontre, c'est peut-être ce qui s'est passé pour la petite Lina, peut-être ce qui s'est passé pour le petit Émile, on ne le saura qu'après coup.
Et donc, ça, c'est ce qui est difficile à appréhender pour l'enquêteur, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui a disjoncté et qui est passé à l'acte sans trop d'explications. Une pulsion meurtrière ou sexuelle, des choses comme ça, et c'est ce qu'on voit malheureusement de temps en temps. Pierre, je crois que vous avez vécu un cas de ce meurtre entre guillemets gratuit à la carabine. Non, mais déjà, ce qui va faire souvent un cold case, c'est quand on retrouve une victime et qu'elle n'est pas identifiée. Si on met très longtemps à identifier la victime, il y aura peu de chances qu'on arrive ensuite à identifier autour les auteurs éventuels. Oui, on avait eu exactement le même cas quand j'étais à la police judiciaire de Versailles. Si le meurtrier n'a absolument rien comme contact ou rien à voir avec la victime, il y a peu de chances qu'on arrive à l'identifier, d'autant plus s'il agit seul. On avait eu le cas, pareil, dans un parc, un gars qui était en train de se balader dans un parc, et puis il y a un jeune qui, à l'époque, on pouvait acheter des vannes de long rifle, avait acheté une vanne de long rifle, il avait envie de l'essayer, et il a tué la première personne qui est passée pas loin de lui. Et donc là, on s'est retrouvé avec un cadavre, et l'affaire n'est jamais sortie. Voilà, donc on commence aussi à cerner ce qui fait une affaire criminelle peut devenir un cold case. Et on le voit, les premiers instants, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, Jacques, les premiers instants sont très importants. La protection de la scène de crime et le premier travail des enquêteurs. Mais moi, j'ai noté autre chose, et Pierre, la question sera pour vous. Des cold cases sortent de l'anonymat, souvent parce que, soit des parties civiles, on y reviendra, mais un enquêteur, pour des raisons parfois un peu mystérieuses, a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Et il met une énergie qui va bien au-delà, souvent, de ce qu'on lui demande. Dans l'enquête inachevée, dans votre livre, la commandant Léane Valory cultive l'obsession d'arrêter le véritable responsable du trafic de drogue, qui reste insaisissable. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui fait qu'un policier, un gendarme, va finalement, parfois de son propre chef, décider qu'il va consacrer un temps infini à une affaire pour qu'elle ne reste pas non élucidée au regard de son quotidien qui est extrêmement nourri? Léane Valory, il y a deux cold cases qui la hantent. D'abord, il y a cette affaire de drogue, effectivement, dans le livre. Mais elle a aussi son mari qui a été abattu durant une opération à Nice. Cette enquête, elle était à l'époque à la PJ de Nice, donc elle a un peu travaillé dessus, tout en s'impliquant le moins possible, vu qu'elle était partie prenante. Mais c'est resté dans sa tête, et elle continue de travailler dessus des années après, même si elle est à Brest, elle a toujours des contacts niçois, et elle veut sortir cette affaire, c'est son mari. Donc qu'est-ce qui fait qu'un enquêteur va s'impliquer? Si déjà il y a quelque chose qui le touche, alors ça peut être la proximité qu'il a eue avec les victimes, ça peut être l'affaire elle-même, il y a une raison qui fait qu'avec avec sa vie personnelle, il y a des circonstances qui font que l'enquête l'intéresse particulièrement, et le dossier il va rester. Quand on est dans les affaires criminelles, on a souvent comme ça, les permanences poussent votre dossier sur lequel vous avez travaillé, vous estimez avoir fermé toutes les portes, mais il est là, on le rend pas au magistrat, et puis le magistrat vous le laisse. Chaque fois que vous ouvrez le placard, ce dossier est là, il vous hante. Et quelques années plus tard, on va réessayer de réentendre les témoins. On va voir s'il y a des choses qui ont évolué dans leur vision de l'affaire. Souvent, il suffit d'un décès dans la famille pour que la parole prenne corps. Voilà. Et donc, Léane Valory, elle, ce qui l'intéresse, c'est un cold case en matière de drogue. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle le cold case en matière de drogue, c'est elle a un mafieux dont elle est sûre qu'il est à l'origine du trafic. Mais comme c'est un mafieux très intelligent, il n'y a rien qui le relie jamais. Et elle attend patiemment, elle veut arriver à un résultat, parce que c'est qu'un jour, et ce qui fait souvent la résolution d'une énigme, c'est la patience, c'est le fait
qu'un jour, il y a une situation qui va se débloquer. Voilà. Ok, merci. Peut-être Emmanuel, donc un retour sur le cold case et le rapport au temps. Justement, ce qui vient d'être dit, pour moi, est absolument passionnant parce qu'on voit bien que ces dernières années, on est en capacité de résoudre des affaires criminelles qui se sont passées il y a très, 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 très longtemps. On voit qu'on résout des affaires qui se sont passées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, grâce notamment à l'ADN. C'est-à-dire quand on a un ADN, on peut espérer qu'un jour, l'ADN qu'on a recueilli sur la scène de crime pourra s'apparier ou matcher, comme on dit, avec un ADN qui aura été rentré dans le fichier national des empreintes génétiques. Et en fait, quand on y réfléchit bien, ça inverse complètement notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'autrefois, plus on s'éloignait du temps où avait été commis le crime, plus les chances de l'élucider, de le résoudre, étaient minces, en fait. Et en fait, grâce à l'ADN, en fait, plus on s'éloigne, plus on se donne la possibilité, justement, que le fichier pouvant grossir en termes d'ADN, de nombre, un jour, ça va matcher. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, plus on s'éloignait, plus finalement on se disait, bon, bah, il y a moins d'espoir. Maintenant, plus on s'éloigne, plus il y a d'espoir. Et donc, c'est ça qui, je trouve, très intéressant. C'est ce qui fait d'ailleurs que la notion de cold case apparaît vraiment une notion très, très forte, parce que justement, notre capacité de les réchauffer, en fait, de sortir justement de sortir de leur état de froid, d'une certaine manière, est beaucoup plus fort. Et du coup, ça pose plein de questions. Ça pose, par exemple, la question de la prescription. Est-ce qu'il faut maintenir la prescription? Il y a des pays où, pour des affaires pénales, il n'y a pas de prescription pour un certain nombre de crimes. Ça pose la question, et je crois qu'on en dira, aussi de la capacité aux parties civiles, aux familles aussi, de se mobiliser pour faire en sorte qu'une affaire soit toujours, d'une certaine manière, fasse toujours l'objet d'investigation, puisqu'il y a toujours l'espoir que plus on s'éloigne, plus on va arriver à la résoudre. Et ça, je trouve ça tout à fait fascinant. En matière d'obstination policière, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous rappeler une histoire édifiante, celle de l'inspecteur Neveu et le robinet d'eau du cimetière de Laigneville, qui doit sans doute être assez familier à notre auditoire? Oui, alors c'est une histoire extraordinaire parce que vous faites référence à l'histoire du tueur de l'ombre, Marcel Barbeau, qui entre 1969 et 1976 a commis à Nogent-sur-Oise un certain nombre d'assassinats, je crois qu'il y en a un peu 8, il me semble, dans des circonstances toujours un peu les mêmes, où il espionnait ses victimes, toujours des femmes, et il s'introduisait chez elles et il les assassinait. Et en fait, l'inspecteur Neveu, Daniel Neveu, qui qui est nommé à la police judiciaire de Creil en 1973 et qui, d'une certaine manière, reprend ou 1974, je crois, reprend le dossier. Et parmi tous ces crimes, il y en a un effectivement qui le frappe. C'est un couple assassiné au cimetière de Laigneville, qui est une petite commune ou un petit quartier qui touche Nogent-sur-Oise, et où il se dit là, on a un mode opératoire qui est un peu différent. Visiblement, l'idée du crime est venue, n'a pas été préparée. Le criminel a tué sur le moment parce que peut-être il a été surpris, peut-être bon. Et du coup, Daniel Neveu se dit, du coup, il y a forcément un lien avec le cimetière, donc il commence à arpenter l'espace, parce que finalement, l'enquêteur, c'est quelqu'un qui finalement va essayer de repérer dans l'espace, dans le monde sensible, des indices, des traces, qu'il va pouvoir à la fois identifier, authentifier, etc. Il découvre un robinet, et près d'un robinet, il découvre une balle qui se trouvait être une balle utilisée par le criminel. Et du coup, il se dit finalement, c'est un familier du lieu, et donc il repère, il fait relever le nom de tous des tombes, et il croise ces noms avec, je crois, plusieurs centaines de noms qui avaient été fait l'objet de dénonciations, parce que c'est en France, on aime bien écrire, on aime bien dénoncer, on aime bien écrire à la police, etc., en disant, je pense que le tueur de l'ombre, c'est monsieur un tel, etc. Il finit par le croiser, il arrive sur une liste d'une quinzaine à peu près, je crois, de noms, et il fait ses vérifications, et je crois au bout de la troisième ou la quatrième, il tombe sur Marcel Barbeau, il le confond, et Marcel Barbeau a été d'ailleurs condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et je crois d'ailleurs qu'il est toujours en prison, il n'a jamais été libéré, pour des tas de raisons, etc. Et donc ce que je trouve fascinant, c'est l'aspect aussi, vous savez, on dit toujours le flair, le limier, vous savez, il y a toute une métaphore de la chasse, toute une métaphore un peu synégétique, pour justement
bien montré que finalement l'enquête, c'est aussi ça, c'est cette obstination, cette persévérance, ce talent. Et l'inspecteur Neveu, pour moi, il est assez mythique, parce que c'est aussi celui qui, quelques années plus tard, va avoir un rôle décisif dans l'arrestation du tueur de l'Oise, Alain Lamarre, puisqu'il dit, au fond, en regardant les lettres que Alain Lamarre envoie d'une certaine manière à la presse, etc., c'est un gendarme. Voilà. Et sur le moment, il n'est pas cru, mais finalement, c'est lui qui avait raison. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il traduit bien vraiment le talent, finalement, de l'enquêteur. Merci de cette illustration. On est bien dans le timing. On peut donc se donner quelques minutes pour ne pas attendre la fin, au cas où vous auriez une ou deux questions à poser sur cette thématique avant qu'on en change un petit peu. Est-ce qu'il y aurait, je vois là-bas, si on peut, alors peut-être passer un micro. Pierre, je vous... Voilà, merci. Merci, bonjour messieurs. J'ai une question et vous me pardonnez peut-être l'inexactitude sur les chiffres. Radio France a diffusé cet été un podcast sur les cold cases. Et le dernier épisode traitait justement de la recherche génétique et de la parentèle. Il me semble avoir compris qu'avec un fichier de 2 millions de personnes d'entrée, on pourrait effectivement avoir une base génétique qui couvrirait la population de la France, ou en tout cas avec un rapport assez certain. Ce qui fait que derrière ça, la question, est-ce que pour une société, il serait acceptable, à un moment donné, de faire le choix d'avoir la parentèle mise en place et d'avoir un fichier génétique assez large, ce qui permettrait, in fine, peut-être de ne plus avoir de zone d'ombre et de pouvoir traiter un certain nombre de cold cases. Alors, la parentèle est introduite dans la loi française. On peut maintenant rechercher d'éventuels proches d'une personne soupçonnée qui, lui, elle ne serait pas dans le fichier. Par contre, son père, son frère, a pu être interpellé auparavant et finalement peut ramener jusqu'à lui. Ça, c'est autorisé. Ce qui élargit la base de données, je crois qu'on a à peu près 6 millions de fiches au fichier des empreintes génétiques, qui n'est pas très ancien, il remonte aux années 2000, 1998. Mais c'est sans doute pas suffisant. Et les Américains, qui sont toujours beaucoup plus pragmatiques que nous, vont plus loin parce qu'ils utilisent également les fichiers privés de recherche généalogique, ce qui est interdit en France. On peut très bien, vous savez, envoyer son ADN pour essayer d'identifier son ascendance dans le cas d'une recherche généalogique, ce qui donne une base de données considérable. Et grâce à ça, les Américains ont résolu des cold cases. Nous, en France, pour l'instant, c'est interdit. Parce qu'évidemment, et j'ai le cas d'une affaire dont je me suis occupé à Lyon en 1993, donc il y a 30 ans aujourd'hui, une jeune fille, une lycéenne qui a été violée, étranglée à Lyon, à la Croix-Rousse. J'étais le premier juge d'instruction à m'être occupé de l'affaire. C'était le tout début de l'ADN. Moi, quand j'étais là, l'ADN, on ne le connaissait pas. Par contre, des années plus tard, on a identifié un ADN sur le foulard qui a sans doute servi à étrangler la jeune fille. Mais aujourd'hui, cet ADN ne matche pas. Donc, ça veut dire que l'auteur n'est pas dans le fichier. Même des années plus tard, peut-être qu'un jour, il le saura. Et on est un peu dans l'incapacité de rapprocher d'un ADN existant. Alors, il y a une autre possibilité qui est assez vertigineuse et qui va se développer considérablement, d'après les spécialistes, c'est le portrait robot génétique. C'est-à-dire qu'à défaut d'une comparaison avec un fichier, parce qu'il faut encore une fois que la personne mise en cause soit dans le fichier, c'est d'essayer de déterminer les caractéristiques morphologiques de la personne. Aujourd'hui, on peut avoir une idée de la couleur des cheveux, la couleur des yeux du titulaire, du porteur des cellules en question. On pourra sans doute aller plus loin dans l'avenir, peut-être avoir l'âge de la personne, des traits morphologiques. Donc vous voyez ce que ça pourrait donner. Parce qu'on pourra de cette manière resserrer les suspects. Si on nous dit aujourd'hui le suspect il est grand, il a les cheveux bruns et les yeux marrons, ça ne va pas nous aider beaucoup. Si on arrive à voir son âge, ce sera beaucoup plus intéressant. Vous voyez, et tout ça, ça va progresser. J'en ai parlé récemment avec le professeur d'Outremepuige, qui est un des grands spécialistes français de la biologie génétique. Il dit qu'on n'est qu'à l'âge de pierre. Donc il est vraisemblable que dans 20, 30, 40 ans, on résoudra des crimes non résolus aujourd'hui. D'où l'importance fondamentale de bien avoir conservé les scellés, les pièces à conviction, les objets,
les vêtements d'une victime sur lesquels on peut peut-être retrouver un ADN, le faire parler. Il y a certains laboratoires qui ont mis en évidence un ADN qu'un d'autres n'avaient pas révélé, parce qu'avec des techniques nouvelles, avec quelques cellules, on peut retrouver cet ADN. Donc vous voyez que ça ouvre des perspectives considérables. Après, ce sera une question sociétale. Qu'est-ce qu'une société accepte sur cette mise en fiche? Est-ce qu'elle veut, comme les Américains, c'est très large, ou est-ce qu'en France, on est beaucoup plus attentif, parce que ça peut être considéré comme attentatoire aux libertés, etc. Mais à un moment, ça peut être la seule solution, à défaut de témoignages, d'aveux, pour confondre un assassin. Vous avez vu que je crois qu'on vient d'identifier, alors c'est peut-être pas avec l'ADN, un assassin de Tupac, là, un rappeur aux États-Unis. Ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, les Américains, un cold case de 1956. Grâce à l'ADN, le type, il a été identifié, il était mort il y a une dizaine d'années, mais il a été identifié. 1956, où il n'y a pas de prescription. Donc, il faut que, actuellement, les enquêteurs et les magistrats travaillent pour leurs successeurs et leur permettent éventuellement de retravailler des dossiers. Et peut-être que l'affaire de Chevaline, par exemple, sortira un jour. Et le temps, qui est peu destructeur d'indices, c'est aussi quelque chose qui alimente la souffrance des victimes, même si au fil du temps, elles peuvent passer à autre chose. Donc on a des questions vraiment de fond qui interrogent beaucoup. Merci de cette réponse très précise. Je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de cette conférence, où on va se pencher sur deux choses. D'abord, en quoi les affaires criminelles sont le reflet de nos questions existentielles, et puis regarder peut-être d'un peu plus près l'évolution connue ces dernières années en France en matière d'organisation pour éviter les cold cases. Emmanuel, la première question sera pour vous. Vous montrez dans votre livre que les affaires criminelles nous passionnent parce qu'elles nous renvoient aux grandes questions existentielles auxquelles nous sommes confrontés. Notre rapport à l'espace, vous l'avez dit, notre rapport au temps, notre rapport au libre arbitre. Est-ce que quand je tue, c'est moi ou pas? Et bien entendu, le rapport à notre volonté de vérité. C'est le point qui m'a le plus ébranlé dans votre livre. L'affaire criminelle peut remettre en cause l'idée même de vérité. Vous écrivez, je vous cite, « Situation symptomatique des cas judiciaires les plus marquants, plus l'examen des faits progresse, moins nous rencontrons un sol ferme pour ancrer notre conviction une bonne fois pour toutes. La recherche de la vérité au cours de l'enquête et du procès finit par entraîner la mise à l'épreuve de l'idée même de vérité. » Emmanuel, pour illustrer votre affirmation, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le 23 juillet 1991 sur les hauteurs de Mougins? En fait, je pense que personne ne le sait. Voilà, je pense que personne ne le sait dans quelles circonstances Ghislaine Marchal a été assassinée à la date que vous venez de rappeler. Peut-être même que Omar Haddad ne le sait pas lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est que le meurtrier le sait, mais est-ce qu'on a identifié l'auteur de l'acte? Je rappelle que, sans entrer dans le débat sur son innocence, que Omar Haddad a été condamné sans qu'il ait pu être relevé des éléments matériels sur la scène de crime l'impliquant, notamment un ADN. Omar Haddad a été condamné sur le fondement extrêmement fort, d'ailleurs d'un point de vue psychologique, du fait que la victime a désigné elle-même son assassin en écrivant en lettres de sang sur un mur « Omar m'a tué » et « Omar m'a té ». Voilà. Et le fait qu'elle l'ait écrit « Omar m'a té » laisse penser justement qu'elle est morte en écrivant, en désignant son assassin. Et c'est sur cette espèce de fait hyper puissant qu'il a été condamné. Mais, d'une certaine manière, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça interroge la notion de vérité? C'est parce que, alors qu'on est dans une forme d'incertitude, dans une forme de relativisme, dans une forme de peut-être même de doute, tout d'un coup, la justice, elle va au contraire affirmer avec une force et une opposabilité extrême la vérité. Parce que, en 1994, Omar Haddad, il est condamné à 18 ans de prison. Ça veut dire qu'elle le désigne comme le coupable. C'est ça la vérité.
ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Lui se déclare innocent, il y a un doute, vous savez aussi comment s'est fini son procès, on se souvient toujours de Jacques Vergès, son avocat, faisant un parallèle entre Omar Haddad et Alfred Dreyfus, donc une extrême politisation, l'intervention du roi du Maroc, Jacques Chirac qui le gracie, mais toutes les demandes de révision faites pour que Omar Haddad soit à nouveau jugé ont été refusées par la Cour de cassation, qui d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que la justice, elle met à l'épreuve l'idée de vérité, mais lorsqu'elle statue, elle donne à la vérité, même si les faits sont incertains, une dimension quasi absolue. Voilà. Et la vérité devient tellement forte, d'ailleurs, qu'elle devient incontestable, et il faut un fait nouveau pour qu'on puisse réviser un procès. Et je crois que le nombre de révisions, ça se compte vraiment sur le doigt des deux mains sur les 30 à 40 dernières années. On ne révise que quand vraiment il y a un fait, comme dans l'affaire, par exemple, de Marc Machin, où finalement on découvre le vrai assassin qui vient se livrer, ou dans l'affaire de Christian Iacono, où finalement son petit-fils dit non, mais en fait, lui, il ne m'a jamais touché. Donc là, il y a véritablement... La justice accepte de réviser. Mais dans l'affaire Haddad, elle ne l'a jamais, alors même qu'il y a un doute, elle ne l'a jamais accepté. Et cette espèce de balancement entre finalement une très forte incertitude et le fait qu'en même temps, il y ait une vérité judiciaire qui soit incontestable et indiscutable, qui effectivement est passionnant en termes de réflexion, parce que finalement, ça interroge finalement notre rapport à la vérité, où finalement, on va tenir pour vérité quelque chose qu'on sait être extraordinairement fragile finalement du point de vue des faits et du point de vue de la manière dont un crime s'est déroulé. Il y a autre chose dans votre livre qui m'a beaucoup interrogé, c'est ce que vous appelez le momentum. C'est ce moment qui fait que l'honnête citoyen devient un criminel, qui n'est pas si simple que ça, où on voit qu'il n'y a pas un basculement, mais plutôt un continuum. Est-ce que vous pouvez rapidement aussi nous présenter l'avis d'un honnête vendeur de Scamorza et d'arancini du marché couvert du faubourg Saint-Martin, honnête jusqu'au jour où tout bascule? Emmanuel Roux, de quoi Béranger Bruns est-il le nom? C'est une histoire aussi absolument incroyable. Tout à l'heure, Jacques, vous disiez finalement, ce qui nous fascine dans l'affaire criminelle, c'est ce mélange à la fois de proximité et d'étrangeté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, ça pourrait être nous, c'est pas nous. Donc on se projette jusqu'à un certain point. Dans l'affaire Béranger Bruns, c'est un charcutier effectivement qui est père de famille, qui est un honnête commerçant, qui entretient une relation extra-conjugale avec une de ses employées, etc. Et puis un jour, elle décide de le quitter et il pète les plombs, il l'étrangle, il tue son fils. Et alors, complètement pris de court, comme il est charcutier, il emmène les corps dans son atelier, il les coupe en 50 000 morceaux, il les met dans des sacs poubelles et il les éparpille de partout dans Paris. Et en fait, la police va mettre un certain nombre de semaines à le confondre. Puis finalement, ils vont y arriver, notamment avec la téléphonie, puisqu'on se rend compte qu'au moment des faits, il était là, il était dans l'appartement. Et en fait, ce qui est saisissant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce qu'on appelle l'abîme du momentum, c'est-à-dire ce moment où tout bascule, qu'est-ce qui l'explique en fait? Est-ce qu'il y avait une prédisposition criminelle? Probablement pas, parce que rien dans sa vie ne pouvait montrer qu'il était un homme violent prêt à passer à l'acte. Est-ce que c'est un sujet psychiatrique? Non, il a été déclaré responsable de ses actes. Est-ce que, comme l'a dit le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis, il a été absent à lui-même? Mais non, parce que s'il avait été absent à lui-même au moment où il a commis le crime, il aurait dû dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il aurait dû aller voir la police et se dénoncer. Or, il persiste d'une certaine manière dans l'activité criminelle une fois le crime commis, puisqu'il veut échapper d'une certaine manière à sa propre responsabilité. Et quand on, finalement, essaye d'avancer des explications, et puis à un moment, on tombe sur quelque chose qui résiste complètement, en fait, qui est presque irréductible. Et c'est ça qui est fascinant dans l'affaire criminelle. C'est qu'on tombe sur quelque chose qu'on n'arrive pas à éclairer. D'ailleurs, les plus grandes affaires, je pense à Chevaline ou l'affaire Godard, c'est que même parfois, plus on a d'éléments qui permettraient d'arriver à expliquer ou à comprendre ce qui s'est passé, plus parfois ça résiste et ça se dérobe. Et ça interroge, ça remet aussi la question à la fois de la vérité et aussi de l'identité criminelle. Parce que finalement, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait qu'on bascule
que certains basculent, d'autres non. Qu'est-ce qu'il y a en nous? C'est une question extrêmement complexe et finalement sur laquelle on a, au fond, peu de certitude. On n'abordera pas, parce qu'on n'a pas le temps, le cas des sœurs Papin, mais qui sont aussi révélatrices en la matière. Jacques ou Pierre, est-ce que vous avez une réaction sur ce momentum, sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'être humain, alors que rien ne le prédisposait parfois, va basculer? Non, pour les meurtres, il y a deux sortes de meurtres. Il y a les meurtres qui sont complètement issus du banditisme. Donc cela, il a été décidé de mettre à mort un concurrent, un autre voyou. Mais effectivement, la plupart des meurtres sont commis par des proches. Celui qui a le plus de chances de vous tuer, c'est votre meilleur ami, c'est votre femme, c'est votre patron, c'est votre collègue de travail. C'est ceux-là, les gens qui vont à un moment péter un câble. Alors bon, la plupart des crimes qu'on voit, ils sont souvent dus à une grosse colère, l'alcool, énorme, dans beaucoup de cas. Et puis, je pense qu'une fois que le crime est fait, quand ça s'est fait dans une enceinte d'appartement, le gars, il dessoule immédiatement. Hein. Et effectivement, il va réfléchir, toute sa vie derrière, sa famille. Et il n'y a rien de plus humain que d'essayer de cacher son crime par la suite. Jacques? J'ai le souvenir d'une de mes premières affaires de juge d'instruction. J'étais à Rodez, dans l'Aveyron, et j'avais mis en examen un individu, un marchand forain, qui avait pris en stop une lycéenne en plein mois d'août et qui avait une pulsion sexuelle. Il s'est arrêté dans une clairière, il la sort, il la viole, il la tue en lui écrasant la tête avec une grosse pierre. Ce gars-là, qui n'était pas connu jusque-là, on l'a arrêté parce qu'il a un peu signé son crime. Il a laissé un morceau de carton en reculant, tombant de son véhicule avec son nom. Bon, vous vous rendez compte? Au feutre. Il n'y avait pas l'ADN à l'époque, on ne connaissait pas. On l'a interpellé, je l'ai mis en examen. Il me disait, et je l'ai retrouvé chez beaucoup d'autres inculpés, il me disait, j'ai eu un trou noir. Il ne contestait pas les faits. Un trou noir, je ne sais pas, comme un film. Et ça, je l'ai souvent entendu, et on l'explique de temps en temps devant les cours d'assises. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le trou noir. Alors, est-ce que c'est une forme de défense un peu facile? J'étais plus moi-même, je ne conteste pas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est difficilement analysable. Alors, ce n'est pas un problème psychiatrique. Est-ce que l'acte est tellement grave qu'on ne veut pas se le remémorer, l'expliquer? On vient de condamner à perpétuité, donc à Valence, il y a 2 jours, un individu, 20 ans après, qui a violé et tué une femme. Il avait dit au départ, il s'est rétracté, que c'était aussi un trou noir. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, moi, être humain, je ne peux pas accepter d'évoquer ça, et finalement, je préfère dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui est toujours ennuyeux d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien que le type puisse expliquer clairement ce qu'il a fait, ne serait-ce pour caractériser l'intention homicide et éventuellement la préméditation, c'est important au niveau de la peine encourue, mais souvent, ils sont dans l'incapacité d'expliquer vraiment. Nordal Lelandais, il dit qu'il a donné des grands coups au visage de la petite Maëlys, ce qu'il dit, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça, il n'explique pas vraiment. Un coup de colère, un coup d'énervement, il avait pris de la cocaïne, et très souvent, les meurtriers que j'ai vus et interrogés ont du mal à verbaliser ce passage-là, et on essaye de le retrouver, des explications à travers les rapports des psychiatres. Et jusqu'au bout, ils tiennent cette version à la grande frustration des familles qui aimeraient bien, au moment du procès, avoir une explication sur le pourquoi. Le comment, le qui, le où, le quand, oui, mais le pourquoi, on a vraiment du mal. Dans votre livre, Pierre, il y a quelque chose qui se raccroche à ce momentum et à ce fait que finalement, peut-être n'importe qui peut, à un moment donné, en s'en rendant compte ou pas, basculer dans l'illégalité, si ce n'est dans le crime. Votre enquêtrice, Léane Valory, en essayant de démonter ce trafic de drogue, tombe sur un autre trafic en pleine Brière, trafic qui est fait par d'honnêtes gens qui n'ont peut-être pas vraiment la conscience qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ressemble à un trafic de drogue. Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes, et ça va un petit peu mettre de la légèreté peut-être dans notre conférence, du trafic des civelles? Oui, alors,
D'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre en mettant le trafic de Civelles? Très franchement, je ne connaissais rien du tout au sujet il y a encore un an. Je suis sur un salon du livre, je suis en train de dédicacer. Il y a un couple qui est devant moi et comme souvent, monsieur s'ennuie prodigieusement pendant que madame discute avec l'auteur. Et au bout d'un moment, il me dit, il passe devant sa femme et il me dit: «Pourquoi vous ne faites pas un livre sur le trafic de Civelles?» Moi, je regarde, le trafic de quoi? Donc les civelles, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les bébés anguilles, c'est les alevins des anguilles. Les anguilles, c'est un animal très particulier, ça naît en mer des Sargasses et ça entreprend un immense voyage qui amène ces alevins, ils sont encore sous forme d'alevins, hein, c'est grand comme ça, quand ils touchent les côtes européennes. Et ces petites bêtes vont rentrer dans les rivières jusqu'à chercher des endroits d'eau douce, des marais, et ça va devenir des anguilles où elles vont rester pendant jusqu'à une quinzaine d'années dans un périmètre qui varie entre 100 mètres et 1 kilomètre maximum. Et au bout de ce temps, ils vont faire le voyage inverse pour aller se reproduire de nouveau en mer des Sargasses. Donc c'est juste fabuleux au niveau de l'histoire. Mais surtout, il se trouve que ça a été pêché en France depuis très longtemps. Il y a une vingtaine d'années, on en pêchait dans les 2 tonnes par pêcheur. Aujourd'hui, c'est limité à des gens qui ont une licence de pêche et qui ont droit seulement de pêcher 123 kilos par an. Donc c'est très limité. Et il y a une demande qui est énorme, une demande asiatique et une demande qui vient d'Espagne. Donc, Léane, elle va se retrouver confrontée à un trafiquant qui, lui, a pêché pendant longtemps légalement. Et donc, pour lui, dans sa tête, c'est une pêche tout à fait normale, hein. C'est une pêche qui se pratique beaucoup donc, vers Saint-Nazaire, dans tout l'entrée de la Loire. Et bon, il ne voit pas la différence à continuer son trafic. Sauf que donc, maintenant, derrière tout ça, il y a des organisations criminelles pour récupérer ces anguilles. Les alevins, le kilo, c'est vendu jusqu'à 5 000 €. C'est souvent récolté par des organisations criminelles d'origine espagnole qui vont, avec des gens du voyage, récupérer toutes ces pêches illégales, emmener ça jusqu'en Espagne, et après, ça partira souvent en Chine. Donc, mon gars, lui, de tout temps, ça a été légal. Donc, il continue et il va se retrouver imbriqué dans un truc qui va le ramener à des organisations criminelles qui vont le dépasser. Voilà, nous allons terminer cette conférence en nous projetant dans le futur, dans cette société moderne qui rêve d'éradiquer les cold cases. La question, Jacques, sera pour vous, dans une volonté de résoudre les cold cases et d'identifier aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais d'identifier mieux les criminels en série. L'organisation de la justice a connu récemment une évolution notable. C'est d'ailleurs le thème développé par Éric Dupond-Moretti qui préface votre livre. Jacques, que s'est-il passé le 22 décembre 2021 ? C'est la publication d'une loi qui a créé en particulier le pôle judiciaire de Nanterre dédié au cold case. C'est l'aboutissement d'un processus finalement assez rapide qui fait suite à un rapport d'une commission que j'ai présidée. J'avais écrit à l'époque 2018 au ministre de la Justice pour lui dire qu'il fallait qu'on améliore la façon dont la justice traitait ces affaires anciennes. Souvent, les familles s'en plaignent, et s'en plaignent toujours, et qu'on pouvait sans doute améliorer les choses. On a produit un rapport, en plein Covid d'ailleurs, ça n'a pas été simple. Parmi nos recommandations, on propose la création d'un ou plusieurs pôles spécialisés pour traiter des cold cases, sachant que le nombre de cold cases, plusieurs centaines, 300, 400, 500, on ne sait pas. Ça a été pris en compte par le ministre dans sa loi sur la confiance dans la justice et qui a permis que le 1er mars 2022, donc il y a 18 mois, soit installé à Nanterre un pôle avec une douzaine de magistrats et de collaborateurs qui ne font que travailler sur des affaires anciennes. L'affaire de Chevaline a été transmise au pôle de Nanterre.
L'affaire Cécile Valin, une jeune fille qui a disparu en Maurienne, c'est là-bas aussi. L'affaire Tiffaine Véron, une Française qui a disparu au Japon. Ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant des gens qui ne font que travailler sur ces dossiers. Parce que quand on est magistrat dans un tribunal, à Chambéry, à Annecy, on est pris par le quotidien, par des affaires de trafic de drogue, par des violences urbaines, des dossiers vivants au sens où il y a des personnes en cause. Il faut instruire. Et les dossiers anciens, on a du mal à s'y pencher. Et il fallait que, c'est pour ce qu'on avait proposé, que des gens soient spécialisés. Et la France est un des premiers pays du monde maintenant à avoir un pôle judiciaire de magistrats. Il y a des enquêteurs spécialisés en police judiciaire, en gendarmerie. Il n'y avait pas de pôle judiciaire. Et ça a été un grand progrès. Et on voit que le pôle commence à avoir des succès. Il y a des affaires qui sortent. Il y a des affaires qui ne sortiront pas, malheureusement. Mais je crois que le pôle aura un mérite, même si une affaire un jour est classée par ses soins, c'est de l'expliquer aux proches. Souvent, les familles reprochent à la justice un jour de recevoir un papier, affaire clôturée. C'est insupportable pour les familles, on ne peut plus procéder comme ça. Il faut qu'on explique pourquoi une affaire, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, elle sera clôturée, parce que c'est comme ça, malheureusement. Et ce rapport à la famille, cette empathie est nécessaire. Et aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme moi je l'ai fait il y a une trentaine d'années, où je ne recevais pas volontiers les victimes. Je les ignorais trop. D'ailleurs, je fais mon mea culpa dans le livre aussi, je l'explique, parce que c'était l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus procéder comme ça. Si on était concerné par des affaires gravissimes, on parle de meurtre et de viol quand même, hein, ce n'est pas des petites affaires, on aimerait avoir une justice plus à l'écoute. Et donc voilà, donc ça fonctionne et j'espère qu'ils sortiront d'autres dossiers. Emmanuel, une réaction sur la création du pôle de Nanterre ? Moi, ce que je trouve tout à fait passionnant, au-delà du fait de créer un nouveau service, c'est que c'est la manière dont ça va faire interagir autrement finalement ceux qui portent les intérêts de la victime, les parties civiles, qui trouvent là un moyen d'une certaine manière à s'engager, les enquêteurs et puis aussi les avocats. Je pense notamment au rôle majeur qu'a eu en France des gens comme Didier Seban ou Corinne Herman qui justement ont ce rôle très important de permettre aux parties civiles de toujours espérer, parce qu'ils jouent un rôle un peu de médiation entre la justice et des familles qui parfois sont un peu démunies. Et là, ça se réarticule de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus forte. Et je trouve ça que c'est passionnant aussi sur un plan humain, sur un plan moral, parce que ça permet justement à des gens qui désespèrent finalement d'avoir tout d'un coup une institution qui véritablement leur répond. Et ça, je trouve ça, en termes de service public même, absolument fondamental. Très bien. Nous arrivons au bout de cette conférence, mais on a le temps pour une ou deux questions, s'il y a encore dans la salle des personnes qui voudraient... Voilà, je vois au fond des mains qui se lèvent. Merci. Ma question, c'est progrès scientifique et prescription. Comment concilier les deux au service de la justice ? Jacques, peut-être C'est une question qui intéresse toute la société. Est-ce qu'au-delà d'un certain temps écoulé, on doit considérer qu'on ne peut plus poursuivre une personne mise en cause ? Aujourd'hui, la prescription pour un crime est de 20 ans. Il n'y a pas si longtemps, elle n'était que de 10 ans. 10 ans, non pas à partir de la commission des faits, mais à partir de la clôture du dossier. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas si simple pour le criminel. Le criminel peut se souvenir de la date exacte où il a tué la personne. Par contre, il ne saura pas forcément à quel moment le dossier a été clôturé. Il peut se tromper. Tant mieux, d'ailleurs. Parce que si vous allez frapper à la porte d'un commissariat, vous dites « Ben voilà, j'ai tué ma femme il y a 25 ans, c'est bien moi l'auteur, on ne pourra rien faire contre vous si l'affaire est prescrite juridiquement. » Le temps s'est écoulé, qui était de 10 ans depuis la clôture. Donc c'est un vrai sujet de société qui incombe aux politiques. Aux États-Unis, il n'y a pas de prescription. Moi, je considère que la prescription en matière de crime de sang uniquement, pas de viol, là, la victime peut parler. En matière de crime de sang où la victime est décédée, je pense qu'elle pourrait être de 40 ans, c'est-à-dire de très longue durée. 40 ans, c'est le temps de conservation des fiches ADN. Au bout de 40 ans, on doit les détruire. 40 ans, c'est raisonnable. 10 ans, c'était largement insuffisant. 20 ans, je pense que c'est insuffisant. Donc il faut un moment... Pourquoi ? Comme vous le dites, parce que la science permet de progresser. Ça, c'est fondamental.
Et je crois qu'il faut aussi qu'une société se projette dans l'avenir pour dire est-ce qu'on garantit peut-être aux proches un jour une élucidation grâce à un texte de loi qui le permettra, à moins de rendre imprescriptibles les crimes de sang. Vous le savez, pour l'instant, c'est réservé qu'aux crimes contre l'humanité. Il suffit que le législateur en décide ainsi. Mais ça appartient aux politiques. Et aussi, après, les philosophes, les moralistes qui peuvent aussi avoir un point de vue intéressant sur la question. Enfin, ce qu'on repère quand même, c'est que, comme vous l'avez bien dit, la prescription recule, on passe de 10 à 20 ans. Elle recule aussi pour la criminalité sexuelle vis-à-vis des mineurs, où aujourd'hui il y a la possibilité de reculer de manière extrêmement forte la prescription. C'est-à-dire que, notamment par rapport à la temporalité, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps on va mesurer entre le premier crime et le dernier, et en fait on va partir du dernier de manière à pouvoir allonger la période pendant laquelle il est possible de poursuivre. Mais du coup, moi, la question que je me pose, si on voit que le législateur, année après année, il recule la prescription, quand on voit aussi parfois que quand la justice veut véritablement juger quelqu'un, je pense à Émile Louis, par exemple. Émile Louis, il avoue parce que les gendarmes lui disent « Tu sais, Émile, tu peux avouer, c'est prescrit ». En fait, ça ne l'était pas, mais lui, il l'a cru. Bon, il l'a cru, et donc, bon. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas à un moment franchir le cap et de se dire, comme dans d'autres pays, je pense notamment au Royaume-Uni, mais je pense à l'État de Californie, où pour un certain nombre de crimes, il n'y a pas de prescription, même si la justice, à un moment, peut décider elle-même, finalement, qu'elle met fin à des poursuites. Et à ce moment-là, l'acte de prescription, en fait, c'est un acte, ce n'est pas quelque chose qui devient automatique. Parce que sinon, je pense que dans les années qui viennent, le législateur va être sollicité encore à de nombreuses reprises pour faire reculer, comme vous l'avez dit, à 40 ans. Et donc la question va se poser derrière d'un débat de fond. Parce que finalement, on reviendra à la question de savoir pourquoi à un moment on a introduit la prescription. Voilà. Avec aussi le risque d'avoir à juger des vieillards. Plus on tarde à interpeller l'auteur, plus il peut mort de sa belle mort, il sera âgé, et si vous allez dans une prison, quand vous voyez des gens âgés, souvent à part, ils sont là pour des crimes sexuels, révélés tardivement, des incestes, des choses comme ça, et on voit des gens dont le problème, c'est de se dire est-ce que leur place est encore en prison, et certains, comme Émile Louis, sont morts en prison d'ailleurs. C'est un vrai sujet aussi. Est-ce qu'on doit juger ou pas? On le voit pour les criminels de guerre. L'Allemagne poursuivit des nonagénaires qui étaient gardiens de camps de concentration. Et quel est le sens d'une justice où les gens sont très âgés et ont même du mal à avoir conscience de leur procès? C'est un vrai sujet de société qui échappe au juridique. Et un sujet que nous ne clôturerons pas cet après-midi. Y a-t-il une dernière question? Oui. Bonjour, j'aurais une question sur la dimension française de la conférence. Est-ce que vous pensez qu'on est plus passionné en France que dans d'autres pays par les affaires criminelles? Et est-ce que ça se reflète dans la littérature française aussi en tant qu'auteur? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que les deux plus grands chefs-d'œuvre romanesques du XIXe siècle, que ce soit Le Rouge et le Noir ou Madame Bovary, sont quand même des romans qui sont partis d'un fait divers. Donc je pense que c'est quelque chose qui a toujours interpellé très fortement les auteurs. On l'a vu aussi avec l'affaire Papin, Les Bonnes de Jean Genet, et plus près de nous, Marguerite Duras et l'affaire Grégory, l'affaire Villemain, et le texte qu'elle avait produit pour Libération. Et plus près de nous, et d'ailleurs je trouve que c'est très intéressant, des écrivains aussi qui, d'une certaine manière, transforment les modes narratifs. C'est-à-dire que c'est plus simplement un récit criminologique, mais c'est aussi parfois une enquête, mais qui est aussi un peu une quête de soi. C'est une volonté de faire parler aussi les victimes. C'est une volonté aussi d'interroger la pluralité des interprétations possibles. Et on voit que ça alimente énormément la créativité, je dirais, littéraire et romanesque, et ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça remonte déjà à loin. Alors, est-ce qu'il y a une passion française? Parce que c'était le thème de la table ronde. Bon, on peut dire qu'il y a peut-être une passion des Français et des Françaises pour les affaires criminelles, sans doute. Alors, moi, je reconnais de manière humble, c'est que ce livre,
le livre que j'ai écrit avec mon frère. Peut-être c'est d'ailleurs le premier opus, parce qu'il se limite vraiment à des cas français. Il faudrait peut-être qu'on aille interroger d'autres pays pour voir comment on traite la question. Après, je pense qu'il y a, et ce sera ma dernière remarque, en France, je pense que l'affaire criminelle, elle est un peu au cœur, parfois, elle est au cœur elle est très prégnante, parce qu'on voit bien qu'elle elle pose souvent des questions fondamentales d'un point de vue sociétal. On l'a vu au moment du procès de Bobigny, avec la question de l'avortement, qui a été fondamentale dans la loi Veil. On l'a vu au moment de Ranucci, avec l'abolition. Plus près de nous, je pense que l'affaire Jonathan Daval n'aurait pas pris peut-être cette ampleur s'il n'y avait pas eu derrière toute la question du féminicide. Voilà, donc à un moment, les affaires criminelles, elles ont une audience particulière en France parce qu'elles sont très souvent corrélées à des enjeux qui les dépassent. Et je crois que ça fait partie de notre spécificité française aussi de les intégrer d'une certaine manière au débat politique. Pierre, vous qui avez roulé votre bosse dans de nombreux pays, vous avez une vision de la question ? Non, franchement, j'ai pas la réponse. Le meurtre passionne en France, en tout cas en Occident, on pourrait dire. Je fais beaucoup de salons du livre qui sont des salons spécialisés dans le polar. À voir le nombre de gens qui viennent voir les auteurs de romans policiers, on peut dire que ça passionne. Quand on passe devant un cinéma, il y a souvent des films policiers ou d'action. Pareil à la télé, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Maintenant, est-ce que au niveau français, est-ce qu'on est plus passionné que les Américains, les Anglais? Je ne sais pas. Et pour avoir voyagé, effectivement, j'ai l'impression que ça passionne nettement moins en Afrique, en Asie, je ne sais pas. Donc il y a peut-être, Emmanuel, une nouvelle thèse de doctorat à écrire là-dessus. J'ai fait la mienne il y a 20 ans, c'est bon. Juste une chose, si madame connaît l'identité de Jack l'Éventreur, qui a sévi à Londres fin du XIXe siècle, vous voyez, c'est un grand cold case international, n'hésitez pas, parce qu'il y a énormément de littérature, et chaque auteur dit qu'il connaît maintenant le véritable tueur de prostituées londoniennes à cette époque. Donc, comme quoi, même en Angleterre et d'autres pays sont intéressés par ces grandes affaires criminelles. Merci. Nous allons conclure sur un plan, je dirais, strictement littéraire, où je vais vous passer la parole chacun pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'annonce en matière de littérature pour vous. Est-ce que vous avez des ouvrages en préparation? Est-ce que voilà. Donc, qui veut commencer? Emmanuel, un 7e opus? Sans doute. Vous savez, un livre en appelle souvent un autre. Mais je crois que c'est un sujet dont on doit discuter avec Jacques tout à l'heure. Voilà. Alors, si Livre en Marche a contribué à une collaboration, ça sera formidable. Voilà. Jacques, de votre côté? Oui, j'ai d'ailleurs écrit sur l'accident de montagne, la mort en montagne ou la mort pendant la guerre, pour élargir le spectre. Je suis directeur de collection chez mon éditeur, donc si certains d'entre vous ont été confrontés au crime, à titre professionnel, personnel, ça peut m'intéresser, vous pouvez me contacter, parce que j'aimerais bien que soient publiés pour du grand public des récits, des aventures d'une personne qui a été confrontée comme victime, comme professionnel à une affaire criminelle. Je trouve que c'est bien d'informer le grand public de la réalité des choses. Il y a des émissions de télévision, car vous le savez bien, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, parmi vous, il y a peut-être un criminel, mais parmi vous, il y a aussi peut-être des juges, c'est-à-dire des personnes qui seront tirées au sort pour être jurées de cour d'assises. Ça peut vous arriver de recevoir une convocation et d'avoir jugé à quelqu'un qui est accusé d'un meurtre ou d'un viol. Donc, une bonne éducation, une bonne pédagogie de nos concitoyens, je suis très très favorable en matière de justice. Pierre, j'ai cru comprendre qu'un 12e opus des aventures de Léane Vallory. C'est sans fin avec Léane Vallory, puisque là le 12e va sortir avant la fin de l'année. Celui-là s'appelait L'enquête inachevée, donc ça appelle forcément une suite. Et puis j'ai un livre sur le trafic de Captagon à partir de la Syrie, une drogue qui est produite en Syrie et qui génère beaucoup d'argent pour le budget syrien et est vendue dans tout le Moyen-Orient. Il faudra peut-être un jour faire venir Léane
à Chambéry ou en Savoie. Parce que, Pourquoi pas, hein. voilà, merci messieurs. C'est un honneur de vous accueillir dans ce festival de Livres en Marche pour une conférence un peu particulière. Merci à vous toutes et tous pour votre qualité d'écoute. Alors bien sûr, je vous invite toutes et tous à prolonger cette réflexion par la lecture des ouvrages de nos 3 auteurs. Je crois qu'ils consentiront quelques dédicaces sur le stand tout à l'heure. Voilà, je vous invite, mesdames et messieurs, à profiter des autres conférences du festival et ensuite à retourner chez vous, car comme le disait Landru, rien ne vaut un bon foyer.